Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. On vient de mettre en route nos machines, donc on va juste attendre d'avoir le top pour la diffusion sur Facebook et puis on va pouvoir commencer avec Top. Doc, Enchanté. qui est notre invité du jour et notre ambassadeur aussi Bah ouais, dans le domaine de la vidéo. exactement. Et avec un petit livre là. Petit livre, fait combien de pages? 360 pages. Ah, t'es presque allé jusqu'au calendrier, quoi. Ouais, Donc 5 quasiment. pages pour le calendrier. Mais c'était une règle, c'était en mode quand on m'a dit le format du livre, il y a certains, on m'a dit sur 360, il a fallu que je regroupe. Est-ce qu'on est en live partout? Pas encore. C'est encore en train de tourner. Pour la petite anecdote, au début j'avais fait 500 pages, mais dans un format plus réduit. En fait, on a grossi le format du livre pour faire moins de pages et pour tout réunir dans certaines pages. Parce que 500, ça commençait à faire un peu beaucoup, je me suis chauffé. Une Bible. C'était l'objectif en fait. Mais j'ai réussi à tout réunir. Et bien voilà, je crois qu'on est aussi en live sur Facebook. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webcast Sony Alpha. Yo, Notre invité du jour, c'est Ludoc. Bonjour Ludoc. bonjour, enchanté. Merci de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il va s'agir aujourd'hui de vidéo, puisque tu vas ou tu as sorti, tu viens de sortir. Attends, regarde, il est là le livre. Ouais. Le livre dont on va aussi pas mal parler aujourd'hui. Le manuel de survie du vidéaste. Il sent bon l'encre fraîche. Ah bah il sort tout juste de l'impression. Si je le sens, c'est que j'ai pas le Covid. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Ah oui. Donc, le manuel de survie du vidéaste. Alors, pourquoi vidéaste et pas réalisateur, tiens? Parce qu'il s'adresse à tous les gens qui veulent faire de la vidéo. Et c'est pas forcément que les réalisateurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut apprendre le montage et qui veut être monteur. Ça peut être quelqu'un qui veut apprendre la lumière et apprendre à être électro, chef-op, preneur de son aussi. Enfin, il y a un chapitre spécial sur le son, un chapitre spécial sur la lumière, un chapitre spécial sur le montage. Donc, on peut apprendre différents métiers au sein du même livre. Et après, le réalisateur, forcément, comme il doit connaître un peu tous les métiers et tous les chefs de poste, faut qu'il apprenne un peu tout. Donc, je me suis débrouillé pour qu'il y ait un peu de tout. Mais voilà pourquoi vidéaste. Et parce qu'on on est considéré plus comme vidéaste maintenant sur Internet, sur YouTube et tout. Alors voilà, c'est ça un petit peu aussi ta signature, c'est que tu as beaucoup réalisé pour YouTube et pour les YouTubeurs. Ouais, Si on veut te présenter en quelques mots. moi c'est ça. J'ai commencé en filmant mes Playmobil quand j'avais 12 ans, mais après j'ai commencé à filmer mes potes et à diffuser sur Internet, avant même que Dailymotion et YouTube existent. Mais après, je me suis vraiment fait connaître grâce à YouTube, grâce à plusieurs vidéos que j'ai fait dessus. J'avais monté un projet avec d'autres copains qui s'appelle le Studio Bagel, qui était une chaîne avec un collectif dessus. Et avec pas mal de sketchs qu'on réalisait, on essayait d'être un peu ambitieux à l'image, sans avoir forcément les moyens. Et donc, avec cette expérience, j'ai appris plein de ce que j'appelle moi bidouille, pour faire des choses qui paraissent un peu folles à l'image, alors qu'en vrai, derrière, c'est un peu à l'arrache avec des tubes PVC et on est juste deux. Mais voilà, ouais, j'ai commencé comme ça un peu dans ma chambre, en apprenant un peu tout seul, en regardant des making-of de DVD sur Internet ou en lisant des livres. Et après, j'ai commencé à me former un peu plus j'ai fait aussi du clip, j'ai fait beaucoup de pubs. Là, j'ai réalisé une série pour Amazon qui a été diffusée fin juin, qui s'appelle True Story. Et voilà. Et tu as bossé avec beaucoup de YouTubeurs, Ouais, Natou. ouais, j'ai réalisé pour la plupart enfin pour le collectif du Tubaïel. Donc en effet, c'était Natou, Ludovic, Jéroniel, Mister V. J'ai bossé aussi avec Cyprien, avec Squeezie, avec Norman, avec Manfred Carito. J'ai fait un clip avec eux il y a 1 an, 2 ans, je ne me souviens plus, non, 1 an. Voilà. Mais à la base, tu n'as pas eu de formation à l'école, dans une école de vidéo. En fait, j'ai commencé très tôt, comme je le disais, à réaliser des vidéos, à filmer des trucs. J'avais piqué la caméra H8 de mon père. C'était une Sony Handycam à l'époque. Et je montais au magnétoscope. Donc, c'était très difficile parce que tu appuies sur le bouton, tu attends 2 secondes avant que le cut se réalise. Et au fur et à mesure, j'ai appris tout seul avec les premiers petits appareils photo, des petits trucs un peu à l'arrache. Des Sony HDV, je crois que j'avais une Sony FX1 à une époque. C'est très, très vieux. Et j'ai commencé des études après mon bac. J'ai commencé un BTS audiovisuel, mais comme j'avais passé mon lycée, pour être honnête, à filmer des vidéos pendant les intercours, j'avais pas forcément un dossier de ouf. Donc je m'étais retrouvé dans un BTS qui était privé et je sais pas, je sentais que j'avançais pas trop, donc j'ai très vite abandonné au bout de 6 mois. Et j'ai commencé à faire des vidéos de mon côté, toujours sur Internet, et je me suis fait connaître comme ça. Et moi, le programme au début, c'était je fais un BTS de 2 ans.
pour ensuite essayer d'aller dans des écoles type Louis Lumière ou la FEMIS, parce que c'est des écoles où pour passer le concours, il faut avoir un bac plus 2. Donc moi, je me disais, le BTS audiovisuel, c'est 2 ans, c'est parfait, j'ai une spécialité, j'avais fait un BTS image. Sauf qu'en parallèle, et ça c'est très important de ne pas se contenter juste des écoles et des études, en parallèle, moi je réalisais toujours plein de trucs avec mes potes, j'essayais de créer des petits courts-métrages, des sketchs que je diffusais, etc. Et en parallèle, ça a plutôt bien marché. Je me suis fait connaître comme ça, j'ai rencontré des gens qui sont maintenant mes associés puisque j'ai monté une boîte de prod. Et en fait, quand ça a commencé à bien marcher pour moi, je me suis dit, bah, c'est pas forcément utile que je continue à poursuivre des études et aller dans des écoles auxquelles je ne crois pas forcément parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. J'apprends mieux sur le terrain que dans une salle. Et je pense que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain énormément. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu cette chance et je me suis dit, bon, bah, je vais continuer de mon côté, je vais essayer de monter ma boîte de prod, d'avancer. Et c'est là que j'ai commencé à faire pas mal, en effet, de clips, etc., tout en gardant un peu cette casquette sur YouTube à essayer de. Parce que pour avoir bossé beaucoup en télé, j'avais fait des programmes courts pour Le Grand Journal, j'ai fait beaucoup de clips aussi. La vraie liberté artistique que j'avais, ça restait sur YouTube. Il y avait ce truc où vraiment, c'est là que je m'éclatais. Et quand on a commencé à pouvoir gagner sa vie et avoir des budgets un peu plus intéressants sur YouTube à partir de 2010-2011, peut-être même 2011-2012, c'est là que vraiment que je me suis concentré et focus total sur YouTube parce que je me suis dit, c'est là que ça se passe. Je peux m'éclater tout en gagnant ma vie. Donc c'est trop bien, je continue. Super. Et donc, malgré tout, tu as beaucoup appris par toi-même. Ouais. Mais tu aurais peut-être, sans passer par une école, tu as toujours besoin d'avoir aussi un support. Et le livre que tu as écrit, c'était celui que toi, tu aurais voulu avoir pour te guider et pour peut-être perdre moins de temps dans l'expérimentation, c'est ça? Bah, c'est exactement comme ça que je le présente. C'est le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, j'ai appris. Alors, il y avait beaucoup de tutos. Enfin, il commençait à y avoir des tutos sur Internet. Des sites qui s'appelaient repère.net, Vidéaste. Qui existe toujours, le Qui repère? existe toujours. J'ai encore mon compte sur forum. J'ai retrouvé mon historique où je balançais des vidéos. On parle de 2006-2005. Donc, je pense que j'ai des petites casseroles. Mais j'apprenais comme ça. Et en effet, après, j'allais à la Fnac où j'allais acheter des livres. Sauf que, alors il y a certains livres qui m'ont appris les choses, mais souvent ils n'étaient pas assez complets, ou alors ils parlaient que d'une spécificité, juste du cadre, ou juste du montage, mais souvent avec des références qui étaient un peu vieillottes. Par exemple, ils expliquaient une technique et pour l'illustrer, ils allaient me sortir une scène de Citizen Kane, qui est un très bon film, mais qui ne me parlait pas trop à l'époque. Et c'est pour ça que moi je voulais avoir un truc un peu plus complet pour éviter d'avoir acheté 4-5 livres différents pour apprendre le métier de réalisateur. Je voulais tout combiner, tout fusionner dans un même bouquin et d'avoir des références un peu plus modernes et surtout d'avoir un retour d'expérience parce que la plupart des livres que j'avais achetés, j'ai appris beaucoup de termes et beaucoup de choses que, en tant que réalisateur, depuis 15 ans maintenant, j'ai jamais vraiment utilisé sur un tournage. Et parce que souvent, c'est des choses qui sont écrites très en théorie, mais il n'y a pas forcément de pratique derrière. Ton guide est très pratique. Oui, voilà, c'est ça. Parce que toi, l'idée, c'était pas seulement d'écrire des choses très théoriques, c'était de les illustrer. Ah, moi, c'est ça. Moi, c'est... Déjà, on peut peut-être montrer quelques pages pour montrer qu'il y a moi, déjà l'idée, beaucoup d'illustrations. C'est 50% de texte, 50% de visuel. Alors, je vais essayer de bien le cadrer ici. Mais en gros, c'est ça, c'est systématiquement de montrer le visuel parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a beaucoup de texte et pas forcément beaucoup de visuel, donc on ne comprend pas tout. Je ne sais pas si on arrive à voir assez bien tout ce que je montre. Puis il y a des exemples, il y a des flashcodes, c'est ça, dans ton livre, pour aller voir des choses, des extraits qui permettent d'illustrer le propos du livre. En gros, c'est ça. En fait, le livre, il est en 3 parties, 3 grosses parties. La première partie, c'est la technique. Je vais montrer peut-être le sommaire, ça peut intéresser. Le sommaire, ça va être... il y a une partie technique, donc ça va être pour manier la caméra, choisir les objectifs, prendre le son, éclairer une scène. Je sais pas si on voit bien. Hop là, l'autofocus marche très bien. L'autre partie est sur la réalisation, donc découper le scénario, composer son cadre, filmer un dialogue, etc. Et la dernière partie sur le montage. Et après, j'ai essayé de faire un truc, c'est que pour chaque technique expliquée, j'essaie de trouver une scène d'un film qu'on a en général plutôt vu, un film culte. J'ai essayé de montrer des films assez modernes pour montrer un peu comment c'est utilisé au cinéma. Et ensuite, cette technique-là, je vais l'illustrer et montrer comment nous, avec nos faibles moyens sur YouTube, on le bidouille et comment on fait pour avoir le même rendu, mais avec... Donc, le terme de bidouille est totalement assumé. Moi, c'est devenu ma signature, en fait, parce que c'est un truc, c'est beaucoup arrivé avec le Studio Bagel, c'est qu'il y avait même sur certains scripts où les copains écrivaient, ils écrivaient des trucs improbables, et entre parenthèses, ils écrivaient « voir avec Ludoc et ses bidouilles », parce que c'était un peu un challenge au bout d'un moment, c'est que les gars écrivaient des trucs qui paraissaient très chers. Typiquement, il y avait une scène pour un sketch qui s'appelle « L'ultime recours », où
où il fallait tourner dans un hélico. Et clairement, on n'avait pas les moyens pour filmer dans un hélico. Donc, il fallait trouver, se creuser la tête pour trouver une bidouille pour pouvoir filmer Une quand même une scène alternative à ouais, voilà. l'hélico. Ouais. Et du coup, la bidouille, c'était, on avait acheté un petit stock shot. Un stock shot, c'est des images qu'on achète sur Internet qui peuvent être entre $10, $100, $200, souvent en dollars parce que c'est des sites aux États-Unis. Et j'avais acheté un plan large d'un hélico qui m'avait coûté $20. Et ensuite, j'avais filmé dans un camion, dans le coffre d'un camion. On avait mis une lumière rouge et verte et on faisait trembler le camion et on avait rajouté un bruitage de pales d'hélico. Et ça faisait la blague, en fait, de voir un plan large d'un hélico qui vole et ensuite les gars qui sont habillés en militaire dans un coffre de camion, mais en assez serré, qui tremble, ça faisait la blague. Donc ça, c'est que des petites bidouilles que j'ai appris au fur et à mesure pour essayer pour pas se limiter, parce qu'en fait, c'était aussi ça le challenge des vidéos du Bagel, mais aussi sur YouTube. Et pour moi, c'était de se dire, on n'a pas envie de se limiter à ce qu'on a autour de nous, parce que sinon, on va très vite tourner en rond. On va faire des sketchs dans sa chambre, dans la rue, dans le parc en bas, et on va pas essayer de faire un truc un peu dans un désert, en Amazonie, à New York, des conneries comme ça. On est allé à la Défense et on tournait dans des cadres particuliers pour faire croire qu'on était à New York. On allait dans la forêt de Meudon et on mettait juste avant un stock shot de la forêt amazonienne qu'on avait acheté à $40. Et les plans suivants étaient assez serrés pour pas voir qu'on était à Paris. Donc c'était que des petites bidouilles comme ça. Super. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous donner peut-être quelques clés de compréhension sur les techniques de réalisation et puis surtout, vous donner envie de faire comme Ludoc, qui aujourd'hui, tu fais de la production hollywoodienne à la maison, quoi. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est souvent, j'ai l'impression que pour discuter un peu avec des jeunes vidéastes et réalisateurs qui se lancent, il y a toujours cette crainte que la fiction, ça coûte cher, que c'est compliqué, qu'on n'a pas toutes les données, qu'il faut forcément aller à l'école, il faut forcément avoir une grosse caméra, etc. Et c'est complètement faux. On peut faire des très belles fictions avec vraiment pas grand-chose. Et c'est tout le but de ce livre, et même faire des vidéos avec pas grand-chose. Parce que souvent, il y a ce truc, le premier réflexe quand un jeune voit une vidéo, c'est ah ouais, avec quelle caméra il a utilisé, il avait forcément des moyens pour faire ça et tout. Et souvent, c'est une fausse peur en fait. Ouais. Parce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment avec pas grand-chose. Même au cinéma, maintenant, il y a des films qui sont tournés à l'iPhone qui marchent très bien. Donc, c'est une période qui devient très intéressante parce qu'avec pas beaucoup de budget, on peut faire vraiment des trucs très cool dès qu'on commence à avoir des bonnes On a des idées. super outils technologiques. C'est vrai que peut-être avant, quand c'était du film, c'était effectivement forcément plus compliqué. Il y a 20-30 ans, il fallait avoir vraiment des sous pour s'acheter une caméra pellicule. Moi, quand j'ai débuté, ça coûtait déjà un peu moins cher, mais quand même encore un peu cher. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des boîtiers comme ça donne des images qui sont folles pour pas grand-chose. Et je reçois quelquefois des vidéos de jeunes qui ont entre 14 et 15 ans qui m'envoient des trucs. Et techniquement, c'est fou. Artistiquement, ils se cherchent encore. Il y a souvent ce truc de recopier un peu ce qu'ils ont vu au cinéma et tout. Donc, c'est mignon. Mais techniquement, c'est assez impressionnant de voir ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui grâce justement à des boîtiers qui sont de plus en plus performants et grâce à des tutos qui leur expliquent la base. Et c'est trop bien. Alors, tu dis toujours les jeunes, mais on a déjà une question de Bassirou qui nous suit, qui suit cette conférence, qui dit à 33 ans, est-il déjà trop tard pour se lancer dans la vidéo? Est-ce que c'est une question d'âge? Franchement, jamais. Il y a, comment il s'appelle? Je crois que c'est Alfonso Cuarón, grand réalisateur mexicain. Ouais. Son premier film, il l'a fait à 37 ans. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Xavier Dolan, il a commencé, il avait 17 ans, son premier long métrage c'était à 17 ans, mais Cuarón l'a fait à 37 ans et maintenant il a plein d'Oscars. Il n'y a pas d'âge pour raconter une histoire en fait. Ouais, évidemment. Je pense que c'est une question d'envie surtout. C'est ce qu'on va essayer aussi de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous dire voilà, à partir du moment où tout est possible, avec des bidouilles des fois, mais avec surtout l'imagination. Ouais. L'imagination, on l'a à 17 ans comme à 77 ans. Tu vois la vidéo, tu sais pas quel âge le gars a fait en fait et tu t'en fous. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, puisque là, on a déjà la question de Bassirou, mais ce live, c'est aussi le vôtre. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions sur Zoom ou sur Facebook, selon où vous nous suivez. Mais profitez-en, on a Ludoc avec nous là pour 45 minutes encore. Alors, allez-y, profitez si vous avez des questions, c'est le moment. Juste pour situer encore un petit peu ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu tes vidéos, voir ce que tu produis toi-même? Alors, comme moi, je travaille pour beaucoup de personnes, j'ai pas forcément une chaîne YouTube où je peux tout recentrer parce que je vais travailler pour différentes personnes qui ont différentes chaînes YouTube. Mais du coup, sur mon site, ludoc.net et ludoc.net, je mets un peu tout ce que je fais. Donc, ça peut être à la fois des publicités, des séries, des vidéos YouTube, des vidéos que je fais en voyage aussi parce qu'il y a ce truc-là aussi, c'est que je voyage beaucoup et quand je pars, j'essaie de partager des trucs que j'ai vus. C'est là, d'ailleurs, où je suis avec le matos parce que
Sur des gros tournages de fiction et tout, j'ai des équipes avec moi, donc j'ai un chef-op, j'ai plusieurs grosses caméras, etc. Mais par contre, quand je pars en voyage, j'avais fait une vidéo comme ça au Népal qui s'appelle Beauty of Nepal, qui est sur mon site. Là, je pars tout seul, et là, j'étais parti, j'avais l'A7S II à l'époque, et j'étais parti avec le petit 24-70, je crois que j'avais un 16-35, j'avais un petit Ronin pour stabiliser, etc. Donc là, j'étais tout seul, et j'essaie justement d'alterner un peu ces deux facettes de réalisateur sur la série Amazon. Typiquement, j'avais une équipe de 50 personnes dessus, c'était un mois de tournage, donc c'était passionnant. Et c'est assez cool, quelquefois, de complètement déconnecter, de se retrouver juste seul avec son boîtier dans la nature, essayer de filmer et de faire de belles images. Et l'expérience que tu chopes en tant que réalisateur de fiction, tu la reproduis un peu en tant que réalisateur plus reportage sur le terrain. Et inversement, quand on est sur le terrain sans moyens, il faut justement faire preuve d'imagination. Il faut aller vite. Exactement. Alors, ce livre dont on parle, il vient de sortir. Déjà, pour dire à nos auditeurs, ceux qui voudraient se le procurer, on le trouve où? Alors, il sort le 28 octobre partout. Là, il est en précommande disponible sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, partout. Il est aussi disponible à l'étranger dans les pays francophones. Il faut juste le commander soit dans sa librairie, soit sur Amazon si Amazon le sert. Je sais qu'en Belgique, il y a Amazon. Et dans les pays comme Canada, Québec, Maroc, Italie, les librairies françaises peuvent le commander. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient commandé directement dans les librairies françaises. Donc pour le moment, précommande, et à partir du 28, c'est vraiment dans toutes les librairies qui existent. Alors ce livre, tu l'as écrit en combien de temps? Parce qu'il y a combien de pages, rappelle-nous? Alors il y a 360 pages. Ce livre, j'ai eu l'idée il y a 2 ans. À la base, je faisais des petites masterclass chez YouTube et chez Fanta. J'avais un petit PowerPoint et en fait, je m'étais chauffé. J'avais fait un PowerPoint, je crois que j'avais plus de 250 slides. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, mais 250 slides, ça pourrait faire un livre de 250 pages. Et c'est parti de là. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des éditeurs. J'ai commencé à poser un peu sur papier mes idées. Parce que c'est très difficile, mine de rien, de passer le mouvement et la vidéo et l'animé sur du papier. D'expliquer le mouvement sur un truc fixe, c'est un peu compliqué. Donc, ça a mis du temps. Et donc, concrètement, ça fait vraiment 1 an que je bosse dessus. Et ça fait depuis février-mars que c'est H24. Donc, tu avais de quoi t'occuper pendant le confinement? Vraiment, ouais. C'est arrivé au meilleur des moments. J'ai passé un très bon confinement parce que j'avais que ça à faire. En fait, je me levais, j'écrivais, je cherchais des trucs. Je contactais aussi mon équipe parce qu'évidemment, chaque chapitre technique, j'essayais d'avoir un peu la validation de mes techniciens pour être sûr que je n'avais rien oublié, que je n'avais pas dit trop de conneries à certains moments, parce que moi, j'ai mes bidouilles, j'ai mes réflexes, etc. Mais quelquefois, je fais des raccourcis qui sont un peu trop rapides. Et pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ils ont besoin d'avoir le truc précis. Alors, j'espère que ça répond à la question de Robin qui nous demandait est-ce qu'il y a des conseils sur la pré-production dans ton livre? Non, c'est la pré-production, on parle de pré-production cinéma. Donc. C'est la pré-production, oui, globalement. Ouais, c'est d'ailleurs le chapitre 9 et c'est préparer le tournage. Et j'explique en effet, parce que la pré-production, il y a 3 phases quand on tourne un film, un court-métrage. Moi, j'explique comment filmer une vidéo, mais ça peut être un court, ça peut être un long. Moi, les techniques que j'utilise et que j'ai données dans ce livre, c'est les techniques que j'utilise en pub, que j'utilise en court, que j'utilise en série pour Amazon. C'est juste un peu plus long, le format de narration, mais sinon, c'est la même technique. Et dans ce chapitre, oui, ce que je voulais dire, c'est il y a 3 phases. Il y a la préparation, le tournage et ensuite la post-production. Donc ça, c'est le montage, le mixage, etc. Et la préparation, c'est en plusieurs étapes. Et j'en parle donc dans ce chapitre. Je donne des techniques pour repérer son décor, pour trouver des décors, voilà. On va en parler. Pour découper, pour dépouiller, ce qu'on appelle dépouiller son scénario, pour être sûr de ne pas avoir oublié des accessoires du styliste, comment diriger ses comédiens, comment motiver son équipe, tous ces trucs-là. Il y a vraiment tous les aspects de la réalisation. Ouais, l'idée, c'est vraiment de A à Z. On apprend à utiliser sa caméra jusqu'à tourner, motiver ses équipes, monter, étalonner, diffuser, faire une vignette. Enfin, c'est du début à la fin. Et donc, on va peut-être commencer justement par ces aspects de pré-production, par exemple le repérage de décors. Si on peut vous apporter quelques astuces comme ça pour vous donner un petit peu, vous aurez comme ça une meilleure idée du contenu de ce que vous allez trouver dans ce manuel. Donc, repérer un décor, ça c'est une phase qui est très importante pour ne pas avoir à improviser quand on commence à tourner. Il y en a beaucoup justement la phase de préparation, qui la zappe, et c'est pour moi une grosse erreur parce qu'il y a toujours ce truc de « ok, j'ai mon scénario, on tourne demain », sans avoir rien préparé. Et le tournage, c'est la phase parmi les 3 que j'ai citées tout à l'heure qui est la plus compliquée parce qu'il y a le plus d'imprévus. La prépa, on a le temps de visualiser, de préparer, on trouve les décors, tout est parfait. Le tournage, on a tout tourné, enfin le montage, on a tout tourné
Et maintenant, avec les logiciels qui existent, on peut quasiment tout faire, que ce soit en effets spéciaux, en son, etc. Et le tournage, il n'y a toujours que des galères. C'est la phase la plus compliquée pour le réalisateur parce qu'il y a toujours la météo qui change, un comédien qui est en retard, un accessoire qui se casse. D'ailleurs, on dit, on a parlé avec Forest Filmo qui était chez Ouais. nous ces derniers jours pour une formation et qui nous disait on tourne 3 films. Quand on tourne un film, on écrit le film, Ouais. ensuite on le réalise, ensuite on le monte. Et à chaque fois, il y a des C'est- évolutions. On peut vraiment tout. Enfin, Il y a le film qu'on écrit, Exactement. le film qu'on tourne et le film il y a qu'on le monte. film qu'on visualise, le film qu'on a tourné en fonction de ce qu'on pouvait faire. Et quand on monte, on peut carrément aussi changer ce qu'on a filmé. Enfin, c'est assez fou. Et du coup, moi, j'explique justement dans ce chapitre comment bien repérer un décor, comment bien dépouiller son texte, etc. et ne rien oublier. Alors, comment bien repérer un décor? Parce que le cinéma, c'est aussi un peu comme la photographie, ça dépend beaucoup de la lumière. Il y a évidemment déjà savoir, quand on tourne un plan, par exemple, où va se situer la lumière dans le cadre. C'est une erreur commune et que moi, je faisais très souvent. C'est souvent, on repère les décors à aux horaires où on ne va pas forcément filmer. C'est-à-dire, par exemple, on se dit, OK, on doit tourner sur cette petite place dans la rue. On y va à 17h. On voit, OK, c'est cool. Il n'y a pas grand monde, etc. Sauf qu'en fait, quand on va caler le tournage, en fonction de la dispo de ses comédiens, en fonction de la journée de tournage, on va caler le tournage à 10h. Et quand on arrive, on peut avoir plein de surprises. On peut tout d'un coup se rendre compte Il n'y a pas que la météo. Qu'il n'y a pas que la météo, qu'il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir plein de trucs. Et il y a plein de petites applis pour essayer d'anticiper ce genre de choses. Typiquement, il y a un truc qu'on utilise en tournage. Quand on va sur un tournage, même en intérieur, mais principalement en extérieur, c'est une appli qui s'appelle Sun Surveyor et qui permet en fait, alors je vais avoir du mal à vous le montrer, mais en gros avec la réalité augmentée, ça permet de balayer un peu l'espace et de voir où se situe le soleil à quelle heure. C'est-à-dire qu'on peut voir, OK, le soleil à 11h, il est derrière l'immeuble. Donc entre 11h et midi, ça n'a pas grand intérêt de filmer parce que la zone où on va filmer sera dans l'ombre. Donc il vaut mieux filmer de 12 à 13h. Et ça, on le sait que quand on peut anticiper avec ce genre d'application. Et pareil, quand on est en intérieur, si on a une grande baie vitrée, etc. Parce que le soleil, quand on tourne, c'est une vraie tannée parce que tu peux avoir la lumière qui est sur ton premier plan, le soleil tape, donc nickel. Par contre, le plan que tu vas faire 10 minutes après, il y a un nuage qui est passé. Et du coup, le raccord lumière, il est complètement faussé. Et ça, c'est une tannée. Donc, c'est toujours bien de savoir où se situe le soleil et comment le maîtriser. Parce que c'est le seul projecteur que tu ne peux pas vraiment contrôler. Donc, quelquefois, on va mettre des choses devant, etc. Mais quelquefois, tu ne peux rien mettre dedans. Il est trop gros, la surface est trop grande. Donc, on essaie de savoir où il se situe, comment on peut, est-ce qu'on va l'utiliser derrière nos comédiens, est-ce qu'on va l'avoir en pleine face, etc. Et ça, la seule manière de le savoir, c'est avec ce genre d'appli qui est ultra précise et qui permet de savoir à quelle heure il se couche, à quelle heure il se lève et dans quel endroit surtout. Parce qu'on connaît les heures, mais on ne sait pas vraiment à chaque fois. Là on voit, c'est pas que du temps réel, c'est-à-dire que tu peux dire dans un mois quelle sera la course du soleil à cet endroit-là. En gros, je vais essayer, je ne garantis rien. Mais en gros, j'ai une caméra qui est juste là, je crois. En gros, là, il y a la ligne, et plus on monte comme ça, par exemple, à 7h, il va être par là. À 8h, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Il fait la mise au point sur ta main, en fait. Ah ouais, merde. Ouais, voilà. Mais en gros, plus on… En fait, il y a une ligne, en gros, on voit l'horizon, et il y a une ligne qu'on peut balayer comme ça. On peut définir la date. Oui, on peut définir la date. On peut définir la date. Parce que la course du soleil n'est pas forcément la même en fonction de la période de l'année. Ouais. Donc, c'est vraiment très pointu et c'est très… En fait, c'est très rageant quand tu arrives sur ton tournage, que tu as tout préparé, tu disais ouais, à 17h ou à 18h, j'ai vu le soleil, il est rasant, c'est trop beau. Bah, quand tu arrives à 10h, tu n'as pas du tout le même soleil, il est caché derrière un truc, ça fait une ombre un peu dégueulasse sur ton décor et tu es battu parce que tu n'as pas le choix. Et donc, ça, c'est un petit truc pour anticiper ça. En fait, c'est ça, la préparation, c'est l'anticipation, c'est vraiment ça. Il y a aussi un autre aspect majeur quand on fait un film, c'est de trouver le cadre. Ouais. En plus, évidemment, s'il est storyboardé, au moins on a des guides, mais déjà d'aller sur place aussi, de se rendre compte de comment ça va se poser en termes de cadre. Ça, c'est super important. Il y a aussi des applis pour ça. Ouais. En fait, au cinéma, avant, on avait ce qu'on appelle des viewfinders. C'était des gros objectifs sur lesquels c'est un accessoire de réal qu'on peut voir sur les tournages, sur les anciens tournages. C'est un gros objectif que les réals mettent comme ça un peu directement à l'œil pour choisir leur cadre, pour savoir est-ce que je vais mettre un grand angle, est-ce que ça va être un plan large, un plan serré, etc. Sauf que forcément, ça coûte très cher ce genre de choses. Et de le faire avec sa caméra, on n'a pas toujours la caméra qu'on va avoir sur le tournage, ça peut être lourd. Peut-être qu'on peut avoir une équipe qui utilise la caméra pour la préparer pendant que nous on cherche notre cadre. Donc maintenant, il y a des applications qui permettent de le faire. Et ça, tu peux non seulement simuler ta focale, mais aussi ta caméra.
Exactement, c'est-à-dire que tu choisis, donc il y a des applications comme Artemis, il y a aussi Magic Sony Viewfinder que je connais moins, mais qui a l'air de faire la même chose, j'ai checké un peu avant. Et en gros, on sélectionne le type de caméra parce que forcément chaque caméra a un capteur différent, donc ça ne va pas forcément donner la même image. Et après, on choisit la focale, donc on peut être en grand angle, on peut zoomer et on peut voir un peu le cadre. Ça permet d'anticiper encore et de savoir et de se dire, par exemple, on arrive sur un décor et on se rend compte que il y a une poubelle qui est vraiment super moche. On va tester, on va dire à notre pote qui est venu avec nous, ok, place-toi là. Ok, avec le grand angle, clairement, je vois la poubelle, c'est très On va moche. y revenir, on a des illustrations Mais pour ça. si on zoome un peu, on la voit plus. Et donc, on peut se dire, ok, il me faudra un zoom au moment du tournage. C'est aussi super important puisque en cinéma et aussi en réalisation vidéo, des fois, on n'a pas toujours tout le matériel pour le tournage, on loue. Donc, comme ça, on peut savoir ce dont on a besoin, la liste de matériel dont on a besoin pour le tournage, pour ensuite aller chez le loueur et dire, voilà, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Ou même d'anticiper, parce que si ce problème-là, parce que c'est que le tournage, en fait, il commence à un horaire, il finit à un horaire forcément, parce que le soleil se couche, parce que les gens rentrent chez eux à un moment donné. Voilà. Et du coup… Pas partout en ce moment, mais… Oui, clairement. Mais sinon, c'est des petits problèmes comme ça que tu peux avoir anticipé. Parce que du coup, plutôt que d'arriver sur le tournage, de faire ton premier plan, et d'arriver sur le deuxième, et de te poser, de te rendre compte qu'il y a une poubelle, tu l'as déjà anticipé, tu sais déjà avec quel objectif tu vas le filmer. Et tu fais ça en 5 minutes, tu changes d'objectif, tac, tac, et en 5 minutes, c'est réglé. Et s'il y a des ajustements, même au niveau du décor, ça permet de pouvoir avoir quelque chose pour masquer la poubelle. Il y aura toujours des ajustements, il y aura toujours des petites galères, des trucs que tu n'as pas pu anticiper. Mais pour ça, il y a d'autres techniques, comme par exemple faire le plan au sol. Exactement. Ça, le plan au sol, c'est en gros, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Il y a plusieurs documents pour le réalisateur. Il y a le découpage technique, ça, on va en parler un peu plus tard. En gros, c'est la liste des plans. Il y a le storyboard, c'est un peu comme la bande dessinée des plans. Et il y a le plan au sol. Le plan au sol n'est pas obligatoire, mais moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que ça permet en fait de visualiser l'espace et de se situer dans l'espace. Et puis aussi pour les acteurs de savoir quel mouvement ils vont avoir à faire sur le plateau. Pour eux, ça leur permet aussi de savoir comment se placer dans le décor et comment évoluer dans le décor en fonction du plan dont il s'agit. Exactement. Je vais essayer de… Ah, cool, on voit bien. Très bien. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Shot Designer et c'est super pratique et super intuitif. Ça permet par exemple Alors là, par exemple, j'ai importé le plan de l'appartement parce que ça, j'avais demandé à la personne qui avait l'appartement de le mettre. Mais pour mettre un peu de contraste sur ton écran pour qu'on voit mieux. Je peux peut-être augmenter un peu. Ouais. Ah oui, il est carrément descendu. Ouais, c'est un peu Hop, trop. là, ça va être bon. Parfait. Limite un peu trop. Ben, c'est un chouille. Dans les choses bien. On peut soit importer une image en arrière-plan, soit recréer soi-même son décor avec ce genre de truc. Hop, tac. Voilà, par exemple. Ouais, c'est très moche, on va pas se mentir. On oublie. Hop. Et après, on place des caméras. Hop, on va la placer ici, par exemple. Si on veut faire un mouvement, par exemple un travelling latéral, on va la placer ici. Et c'est la même chose sur les persos. Ça, c'est le regard. En fait, c'est très simple. On peut mettre des numéros à chaque caméra, etc. Et ça permet un truc qui est tout simple, c'est que typiquement, voilà, là, c'est bien. C'est que quand on tourne, on ne tourne pas forcément dans l'ordre chronologique de l'histoire. On va filmer en fonction des axes. Parce que concrètement, si on filme tous les plans dans ce sens-là, on a la lumière qui est dans une position. Si on commence à filmer ici, qu'ensuite on se retourne pour filmer les autres plans, qu'ensuite on revient ici, on va perdre énormément de temps à déplacer la lumière à chaque fois. Donc en fait, en ayant ce genre de visuel et ce plan au sol, ça permet de se dire, ok, on va commencer par le plan numéro 1, le plan numéro 3, le plan numéro 6, parce que… Ils sont tous du même côté. Exactement, la lumière est la même. Et ensuite, on filmera le plan 2, le plan 4, le plan 7, parce qu'ils sont dans l'autre sens. Donc c'est aussi un gain de temps pour la lumière, etc. Pour tous les machinaux aussi, ça leur permet les machinaux de savoir ce qu'ils ont à préparer comme rail, comme slider, comme truc. Parce qu'on filme vraiment très rarement dans l'ordre du scénario. On essaye, quand c'est possible, on essaye parce que pour les comédiens, c'est quand même plus pratique pour être un peu dedans. Mais après, pour la technique, c'est quand même plus simple de toujours tout tourner dans le même axe et ensuite de se retourner pour toutes les équipes, etc. Parce que sinon, c'est une perte de temps incroyable. Et ça, le plan au sol, ça permet très vite de visualiser et de parler. Parce que la grosse difficulté du réalisateur, c'est de partager sa vision. Et avec des documents comme ça, c'est quand même un peu plus simple d'avoir avec son équipe, quand on travaille avec plusieurs personnes, évidemment. Quand on débute, moi, quand je débutais, je le faisais juste pour moi, pour ne rien oublier. Mais maintenant, quand je travaille avec d'autres personnes, j'utilise le même logiciel, mais juste pour que mon directeur photo puisse avoir la même vision que moi, pour que mon ingé son puisse se dire, OK, je vais me mettre ici, comme ça, on ne verra pas la perche, tous ces trucs-là. Parce que en tant que réalisateur,
il faut partager ce qu'on visualise parce que sinon on est tout seul dans sa bulle et les gens ont du mal à suivre et on ne peut pas travailler Les gens ne ensemble. peuvent pas lire dans ta tête Exactement. ce que tu as Ça met imaginé. beaucoup de temps avant de comprendre tout ça, mais une fois qu'on a compris et Et qu'on donc, partage. plus on dessine, plus on maquette, plus c'est clair pour tout le monde et plus on est En efficace dans le fait, il y travail. a un truc, et alors ça je le dis en plus, comment motiver, comment impliquer ses équipes, c'est tout con, c'est plus tu impliques ton équipe, plus elle est impliquée. C'est-à-dire que si tu arrives sur le tournage et que personne ne sait où on va, ils vont être perdus et tu vas perdre beaucoup de temps. Démobilisé. Ouais, voilà, et puis ils vont pas forcément être motivés si tu commences à faire des heures. Et là, je parle de quand j'ai commencé moi, parce que quand on commence, on a beaucoup de retard, on teste des trucs et tout, mais si ton équipe, ils sont impliqués et qu'ils veulent faire avec toi le meilleur des films, qui connaissent le scénario, qui se disent, OK, il faut faire ça, ils vont t'aider jusqu'au bout. S'ils savent pas où tu vas, etc., au bout d'un moment, ils vont dire, mec, il est 2 heures du matin, on est fatigué, on rentre. Alors que s'ils sont impliqués, ils disent, on part pas tant qu'on n'a pas le plan. Alors justement, on parle de plan, choisir son plan. Il y a plusieurs types de plans. Il y a Ouais. aussi quelques codes à savoir, Ouais. un peu d'éléments de langage, de grammaire Je vais visuelle. essayer de vous donner la base du découpage, la base de comment on découpe une scène en fait. Alors j'en profite juste pour insérer une question qui est celle de Mickaël qui voulait savoir si tu avais commencé par être photographe avant d'être vidéaste ou est-ce que tu es venu directement à la vidéo? Je fais des photos à côté, mais non, j'ai toujours fait de la vidéo. Donc après, c'est un peu le même travail puisque c'est de la proposition de cadre, mais j'ai toujours aimé raconter des histoires sous la forme de vidéo. Tu as toujours vu l'image animée? Ouais. Ok. Alors, ces valeurs de plan. Donc c'est ça, un plan, c'est en 3 points. Ah voilà, pardon. Oui, c'est le plan et ensuite Ouais. on parle des valeurs de plan. En fait, c'est donc un scénario est découpé en séquences et chaque séquence est découpée en plans. Et chaque plan, on le définit par 3 points, qui est donc la valeur, qui est la taille. Après, on a l'angle, c'est la position de la caméra par rapport au sujet, et le mouvement, savoir si on tourne autour, si on est fixe, etc. Et pour les différentes valeurs de plan, parce que ça, c'est ce qui va nous intéresser pour la suite, il y en a, franchement, il y en a des tonnes. En fonction des livres, on peut en lire plein. Il y a des plans. Typiquement, j'ai lu des livres où j'ai appris des termes que je n'ai jamais utilisés en tournage. Il y en a un, c'était le plan italien. J'avais lu ce qu'était le plan italien. Je n'ai jamais dit en 15 ans de réalisation, j'ai jamais dit on va faire un plan italien sur un tournage. Mais juste pour l'anecdote, parce que c'est marrant, le plan italien, c'est un plan qui est, on cadre quelqu'un juste au-dessus des chevilles, parce qu'à l'époque, c'était au début du cinéma, les Italiens avaient la réputation d'avoir des chaussures très moches. Et donc on disait, on fait un plan italien, c'est un plan où on ne voit pas les chaussures. Mais ça, je l'explique dans le livre pour l'anecdote, mais je ne l'ai vraiment pas utilisé. Moi, ce que j'utilise, c'est principalement trois valeurs. Ça va être le plan large, le plan moyen et le plan serré. Le plan large, pour moi, c'est le plan, on peut aussi dire le plan d'exposition, c'est le plan qui situe un peu le contexte et la situation. Ça permet un peu de savoir où on se situe, où est le comédien, quelle est la météo, quel est le décor, etc. Le plan moyen, c'est le plan le plus utilisé en comédie. C'est le plan qui permet à la fois de voir le visage et l'action, c'est-à-dire qu'on est cadré à peu près ici, donc on peut voir quelqu'un qui parle, qui se bat, qui est en train de manger. Voilà, c'est un plan pour montrer un peu le mouvement, le corps. Et le plan serré, on va être plus dans l'émotion et dans le détail. C'est quand on va essayer d'aller choper vraiment le regard et le jeu du comédien en plus serré. La petite larme, Exactement. les rictus, les petites expressions subtiles qu'on verra moins bien effectivement sur un plan large. Et à partir de ces plans, après on a des versions, par exemple le plan moyen, on peut avoir le plan américain. Le plan américain, pour le coup, le plan américain, on le dit souvent en tournage, le plan américain, c'est le plan qui est juste au-dessus des genoux, en dessous des poches, parce qu'à l'époque, c'était le plan qui était beaucoup utilisé dans les Far West. Ça permettait de filmer le comédien avec son holster pour voir le gun. Et après, un autre plan qu'on utilise aussi beaucoup, qui est une alternative du plan serré, c'est l'insert, c'est les c'est les close-up, c'est vraiment les plans très très serrés sur un œil, sur un bouton, sur un clavier, sur une clé, genre de truc. Mais globalement, moi j'utilise large, moyen, serré parce que ça me permet vraiment de schématiser assez simplement. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir plusieurs caméras pour avoir plusieurs valeurs. Tu dis, on tourne séquentiellement. Alors on peut, en fait, quand on est sur des gros tournages, on a plusieurs caméras, suivant les budgets, parce que c'est pratique, parce que ça évite de refaire le même plan juste dans une autre valeur. Ce qui coûte, c'est le temps. C'est le temps, ouais, c'est ça. Et même pour les comédiens, c'est quand même cool de pouvoir le faire en une seule fois plutôt que d'avoir à refaire la même action parce que juste on veut faire le plan serré et large. Mais quand on débute, on n'a qu'une seule caméra. Donc moi, j'ai ce truc souvent quand je débutais, c'est que je faisais un plan large ou un plan moyen d'action et un plan serré. Et ça me permettait comme ça au montage de pouvoir dynamiser un peu l'action, de pouvoir un peu évoluer. C'est-à-dire que sur un dialogue entre deux personnes, si on sent que la discussion devient de plus en plus intime, de plus en plus tendue,
on va avoir tendance à commencer en plan large et avancer au fur et à mesure pour finir en plan serré. Dans le film Hit, avec Al Pacino et Robert De Niro, il y a une séquence qui est devenue culte, qui est la rencontre entre, parce que c'est deux ennemis dans le film, sans spoil, mais à un moment donné du film, ils vont finir par se rencontrer. Et c'est une discussion qui dure 6-7 minutes. Et en fait, ça commence en plan large et ça finit en très serré parce que la tension monte de plus en plus sur eux. Et on ne le voit pas forcément en tant que spectateur, mais dans notre inconscient, ça marche. Parce que du coup, on se rapproche de plus en plus, on est de plus en plus tendu. Une question d'implication dans le cadre. Exactement. Alors, la valeur de plan, OK, l'angle. L'angle, c'est la position de la caméra en fonction du sujet. C'est-à-dire qu'on peut placer la caméra en dessous, ça va avoir tendance à rendre un peu imposant et magnifier le personnage. Si on la met au-dessus, ça va le rendre plus faible parce que c'est les yeux du spectateur. Donc, c'est comme si le spectateur regardait de haut le spectateur. On peut avoir un plan qu'on appelle débulé, c'est-à-dire qu'il est un peu incliné. On appelle ça aussi Dutch angle parce que c'était les premiers films allemands dans les années 20-30 qui faisaient ce genre un peu d'effet. Nous, on est habitué en fait à voir la vie dans un sens un peu linéaire, très droit, avec l'horizon droit, etc. En plus, le cadre au cinéma impose aussi cette horizontalité du. Et en fait, il y a cette tendance où dès qu'on bouge un peu, ça crée un sentiment de malaise ou de folie. C'est souvent utilisé dans les phases où le personnage devient fou ou qu'il est drogué, etc. Et c'est des trucs tout cons, mais souvent qu'on oublie. Le simple fait on a un plan fixe et juste on le débule un peu et ça change complètement l'intention du plan. Et ça, c'est que des trucs que j'essaie d'expliquer parce que souvent, les gens n'ont pas ces notions-là ou ont un peu la flemme, alors qu'il suffit juste de faire ça, juste de se baisser un peu. Il y a ce truc vachement quand on commence à filmer, on fait un peu en mode reportage télé, c'est-à-dire qu'on reste fixe et juste si le gars est par terre, on descend, sinon on fait ça, enfin on reste droit. Et alors qu'il suffit juste de se baisser un peu, il suffit juste de chercher un peu un cadre un peu différent et ça amène des choses complètement différentes. Si je te filme à cette hauteur-là, le plan il est totalement neutre. C'est ce qu'on appelle un plan à hauteur des yeux. Si je te filme ici, tu vas être imposant. Si je te filme en hauteur, tu vas être beaucoup plus faible. Et ça, c'est tout con. Il suffit juste de changer la hauteur de la caméra. Donc voilà, l'intention est vraiment rendue par le choix du cadre et notamment de l'angle. Et en ce qui concerne le mouvement, du coup. Et le mouvement, c'est un peu la même chose aussi. Ça peut être un plan drone, un travelling, etc. Mais ça donne une intention en plus. Il ne faut pas ajouter du mouvement juste parce que c'est stylé. Il faut qu'il y ait une intention et une logique. Typiquement, si je fais un plan fixe de toi qui regarde quelque chose, c'est assez neutre. Si je fais le même plan mais avec un travelling avant sur toi, on va avoir l'impression que tu as une idée, que tu es en train de penser à quelque chose. Et ça, c'est juste, toi, tu as joué de la même manière, c'est-à-dire que tu as regardé un point fixe, mais entre un plan fixe et un travelling avant, l'intention et ce que le spectateur comprend, c'est pas du tout la même chose. On rentre dans la tête. C'est ça. Souvent, le travelling avant, très lent sur un regard, sur quelqu'un qui regarde quelque chose, il est en train de penser, il a une idée, il est en train de regarder quelque chose. Quelquefois, on ajoute même une voix off par-dessus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors justement, puisqu'on parle de mouvement, parce que ça, c'est quand même une complexité. De la caméra à la main, c'est des fois un petit peu contraignant, même si on a des très bons stabilisateurs aujourd'hui intégrés au boîtier. Ça demande éventuellement un petit peu de machinerie. Est-ce que dans ton livre, on trouve des éléments par rapport à ça? La transition est parfaite. Et oui, en fait, dans le livre, j'essaie de vous trouver les pages. Il y a plusieurs façons de... J'explique déjà comment on peut filmer sans forcément avoir de... Très bien, je tombe direct dessus. Typiquement, j'explique comment on peut filmer à l'épaule avec les différents accessoires d'une épaulière, mais aussi comment filmer, j'essaie d'avoir le point, hop là, ici, nickel, comment filmer sans épaulière. Et en gros, la technique, c'est juste, il faut essayer d'avoir du poids, parce que un des pièges quand on filme directement avec un boîtier comme ça, c'est que si on le filme à une main, on n'est pas du tout stable, l'image elle tremble. Quand on filme, on n'a pas cette impression-là parce que l'écran est petit. L'écran est petit, notre œil il s'habitue au regard, donc on est comme ça. Et une fois qu'on rentre chez soi, qu'on met la carte et qu'on regarde les plans ils tremblent, c'est désagréable, etc. Parce que pour avoir un sentiment de caméra qui tremble, il faut que ce soit voulu. Les films d'action où l'ambiance est un peu nerveuse, que la caméra tremble, c'est normal parce qu'on est un peu dans l'ambiance, c'est l'œil du spectateur, on est nerveux, la caméra tremble. Et si on veut faire un truc un peu plus classe, un peu plus subtil, un peu plus fluide, de voir la caméra qui tremble, ça donne une intention qui n'est pas bonne. Et du coup, il y a en effet plein de techniques, comme typiquement rajouter du poids sur la caméra, la tenir un peu plus proche du corps, s'appuyer sur quelque chose. Ou alors, avec la sangle, etc. Ça, je les explique. Sinon, après, on peut utiliser de la machinerie. On peut utiliser... alors, en tournage, on va utiliser des grosses Steadicam. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des gimbals. C'est des petits comme le DJI Ronin, comme, je ne me souviens plus, le Zhiyun. Le Zhiyun, exactement, qui sont des trucs qui sont stabilisés électroniquement. Et après, il y a aussi d'autres techniques. Par exemple, moi, ce que j'explique, je conseille, parce que ça, c'est... Je donne des techniques, j'analyse des films, mais je donne aussi des petites notices de fabrication un peu à la Ikea.
pour apprendre par exemple à fabriquer une perche de micro avec une rallonge de peinture et un tube PVC. Comment fabriquer son fond vert avec des tubes PVC aussi. Enfin, je mets souvent des tubes PVC d'ailleurs, c'est un truc très pratique le tube PVC parce que c'est pas cher et très solide. Et par exemple, j'explique comment fabriquer son travelling, hop là, petite notice, avec des roues de skate, des tubes PVC encore et une petite planche de bois. Et ça, moi j'avais fait ça, j'avais 15 ans quand j'ai construit avec mon père mon premier petit travelling PVC. Et on rallongeait, j'avais acheté des tubes PVC, ça coûte 2 euros le tube PVC de 2 mètres, 2 ou 4 euros, c'est vraiment pas cher. Et après, on les raccroche avec des petits, ça je l'explique aussi, avec des petits tubes qu'on met à l'intérieur. Et je faisais des travelling comme ça sur 10 mètres en poussant avec plusieurs roues de skate. Plus on a des roues de skate, plus le truc est stable. Et ça donnait des plans vraiment très cool avec vraiment, le truc devait coûter 30 euros au final. Entre les planches de bois, les roues de skate que je piquais à des potes, et comme ça me coûtait 30 euros et le plan était vraiment cool. Donc voilà, c'est ça. Globalement, le livre, c'est ça, c'est de la technique pour comprendre un peu comment ça marche et plein de bidouilles et d'analyses de films pour essayer de le faire avec nos moyens. Alors, on a une question d'Emmanuel qui nous demande si ce livre s'adresse aussi bien aux vidéastes qu'aux cinéastes. Alors, est-ce que tu fais une différence entre les deux? Alors aujourd'hui, moi, je fais plus trop de différence. Pour moi, le vidéaste et le cinéaste, c'est le cinéaste, c'est le vidéaste qui travaille pour le cinéma et pour moi, c'est un peu la même chose. Parce que les moyens de production sont les mêmes. Avant, il y avait les caméras film d'un côté, peut-être les caméras vidéo d'autre pour la news. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est les mêmes matériels quasiment. Enfin, on peut utiliser les mêmes matériels. Pour moi, un cinéaste ou un vidéaste, c'est juste quelqu'un qui raconte une histoire. Et après, que ce soit en version courte pour un TikTok, pour un Insta, pour un YouTube ou pour un long métrage sur Netflix ou au cinéma, c'est la même chose. Donc pour moi, un cinéaste et un vidéaste, je ne vois pas forcément la différence. Après, si la personne connaît la différence exacte, je suis assez preneur. Parce que pour moi, il n'y a plus vraiment de différence. Et notamment parce que maintenant, au cinéma, il y a des films qui sont filmés à l'iPhone, il y a des films qui sont filmés à la 7S. Il y a plus cette cassure qu'il y avait avec beaucoup de matos d'un côté et très peu. Michel Gondry, il a réalisé un court-métrage avec Apple et avec des iPhones. Soderbergh, ces 2 derniers films qui sont sortis au cinéma ont été aussi filmés avec des iPhones. Et pourtant, c'est des cinéastes, mais on peut dire que c'est des vidéastes parce qu'ils utilisent des caméras qui sont plutôt basiques et plutôt utilisées dans la vidéo en général. Mais il n'y a plus trop de différence en fait. Pour moi, c'est plus un réalisateur, c'est un mec qui raconte une histoire. Et après, son matos, sa façon de la raconter, elle diffère, mais au final, c'est une histoire, c'est la même chose, quel que soit le format. D'accord. Et à propos de un petit peu de ces nuances dans le métier, on a encore une question de Bassirou qui a l'air très intéressé. Merci Bassirou pour les questions. Qui demande, comme débutant et avec un budget limité, un cinéaste doit ou peut-il s'occuper du scénario, de la réalisation et du montage? Est-ce que toi, tu fais tout c'est limite, franchement, c'est limite obligatoire. Enfin, quand on débute, moi, c'est comme ça que j'ai appris mon métier, c'est que j'ai appris à tout faire. Et après, quand tu deviens professionnel et que tu travailles avec des équipes, tu es content d'avoir ce bagage technique, d'avoir connu. Moi, j'ai appris à prendre le son tout seul. J'ai appris à faire du montage, à étalonner, à cadrer, à faire la lumière, etc. J'ai appris tout seul. Donc, forcément, au début, c'était très moche, on ne va pas se mentir. Mais j'ai galéré, j'ai appris tout seul tous ces différents postes pour que maintenant, aujourd'hui, quand je suis sur un gros tournage avec 50 personnes autour de moi, quand je m'adresse à chaque personne, je sais exactement ce que je vais lui demander. Je sais exactement ce qu'il faut, je sais ce qui est possible parce que un réalisateur qui connaît la technique, qui sait ce qui est possible, qui sait quel type de machinerie existe aujourd'hui, quel type d'effet peut être ajouté, etc., c'est carrément mieux. Donc ouais, surtout quand on débute, en général, on est un peu tout seul dans son délire. Et moi, je conseille en effet de connaître un peu la base de l'écriture, de savoir filmer, de savoir monter et surtout savoir monter ce qu'on réalise. Même maintenant, je continue de monter. Je travaille avec des monteurs, mais je passe toujours un peu derrière pour rajouter ma patte parce que savoir monter ce que tu réalises, c'est super important parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en tournage, tu as toujours des galères, des imprévus et tu es content de savoir le montage. Parce que si par exemple. On parle le même langage, du coup. C'est ça, mais surtout s'il est 18h et que dans 30 minutes, tu dois tout arrêter et qu'il te reste 5 plans, tu sais que tu peux en enlever 3 parce que, comme tu visualises le montage, tu sais que ces plans-là, ils ne sont pas si importants que ça. Alors que si tu n'as aucune notion de montage, tu vas galérer, tu vas bâcler tes 5 plans, il n'y en a aucun qui marchera et il y en a peut-être 2 que tu ne vas pas du tout utiliser en montage. Donc moi, il y a ce truc, c'est que je sais exactement ce que je vais tourner et ce que je vais utiliser en montage. Et ça, c'est une aide de ouf quand tu commences à être un peu dans le speed.
On a une remarque de Mathieu. Bonjour Mathieu, qui nous fait une remarque forte à propos, qui dit: est-ce que ce livre s'adresse aussi à ceux qui veulent faire de bonnes vidéos en smartphone Xperia? Parce qu'il n'y a pas que des iPhones dans la vie. J'en profite, Oui. juste pour vous montrer d'ailleurs que, si tu permets, je vais passer juste devant la caméra. On a sur les téléphones Xperia, et il faudrait que je baisse aussi la luminosité de mon écran, peut-être pour le voir mieux et que voilà, ce ne soit pas trop éblouissant. Voilà. On a dans les téléphones Xperia des petites applications, notamment l'application, je ne sais pas si vous la voyez, Cinema Pro. Alors ça fait un petit peu de branding, Cinema Pro, qui vous permet de faire de la vraie réalisation vidéo. Vous pouvez choisir votre focale, changer votre balance de blanc. Vous pouvez même choisir des rendus, par exemple le rendu d'une caméra ciné Sony. Parce que en fait, la plupart des caméras par défaut des téléphones grand public, ils ont des presets, ils ont des paramètres par défaut qu'on ne peut pas changer. Et avec ce genre d'application, on peut accéder à tous les paramètres de la caméra qui ne sont pas forcément possibles sur l'application par défaut des appareils. Voilà, donc là, on a une vraie application cinéma sur les téléphones Sony. Là, c'est un Xperia 1 qui est un magnifique petit smartphone avec 3 objectifs, comme vous voyez. Donc oui, on peut. Et la réponse est oui. En fait, moi, tous les chapitres techniques, j'explique par exemple la technique, qu'est-ce que le diaph, qu'est-ce que les ISO et tout, mais j'explique pas comment utiliser spécifiquement tel appareil. Je donne le truc de base et surtout après, quand je parle de la réalisation, composer son cadre, filmer un dialogue, ajouter du mouvement, peu importe la caméra, ça peut être fait avec un A7S, ça peut être fait avec une GoPro, ça peut être fait avec un iPhone, peu importe. C'est la technique, elle est. Je me base vraiment pas sur le choix de la caméra. Et souvent d'ailleurs, je dis que la caméra, c'est une des choses qu'on choisit un peu en dernier parce que on va réfléchir un peu plus à quel objectif, à prendre le son, etc. Et la caméra, c'est le petit bonus en plus. Évidemment, il faut avoir un truc qui soit assez. Il faut quelque chose qui puisse couvrir aussi tous les besoins qu'on a. C'est surtout ça aussi. On revient sur les aspects réalisation. Donc, un autre aspect important, c'est découper sa scène. Ouais. Donc, découper la scène, c'est-à-dire, découper tu disais tout à l'heure, tu parlais de storyboard et puis de découpage. Le découpage, en fait, c'est la retranscription visuelle du scénario par le réalisateur. C'est-à-dire que on lit le scénario et on le visualise dans notre tête en mode OK, il faudrait pour illustrer ça, pour comprendre cette action, je vois ce plan-là, etc. Et en fait, on fait un découpage technique qui est une liste des différents plans qu'on veut dans l'ordre chronologique. Et après, pour chaque plan, comme on se disait avant, on va préciser les 3 points. Donc, on va préciser la valeur, le mouvement et l'angle, parce que ça, c'est un document qu'on partage avec notre équipe. Quand on commence à avoir une équipe. Sinon, quand on est tout seul, c'est très pratique parce que typiquement, quand on est tout seul, on stresse, on est dans le speed. Et moi, le nombre de tournages que j'ai fait où j'avais pas de découpage technique et je rentrais chez moi et je me souvenais après coup, ah mais oui, il fallait ce plan, etc. Moi, sur un tournage, je continue aujourd'hui à avoir mon petit papier imprimé, c'est un tableau sur Excel ou autre. Et à chaque fois que j'ai mon plan, je le barre, comme ça je suis sûr de l'avoir et il n'y a pas de stress, je n'oublie pas mes plans. Et donc après, la mise en page du découpage, elle diffère en fonction des réals. Il y a des gens qui vont mettre une colonne par valeur, une colonne par style, etc. Moi, en général, c'est ça, c'est le numéro du plan, parce que ça me permet d'avoir un numéro de plan pour quand je le remets sur mon plan au sol. C'est-à-dire que sur mon plan au sol, j'ai les mêmes numéros sur le plan au sol et sur le découpage. Sur mon clap, je le visualise comme ça me permet d'avoir une référence pour chaque plan. Il faut avoir de la méthodologie, en fait. Ouais. En fait, il y en a qui font sans méthodologie, mais c'est un peu déconseillé quand on travaille avec des gens. Et c'est déconseillé quand on débute parce que y a trop d'imprévus. Plus tu es prêt, plus tu peux parer à tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est ce que je conseille. Moi, je donne toutes mes techniques. Après, chacun fait un peu comme il veut. Je donne juste la base et après, Mais le storyboard n'est pas forcément indispensable. Le storyboard, il est autant le découpage, c'est vraiment un truc que je conseille énormément pour le simple fait de ne pas oublier de plan quand on tourne. Autant le storyboard, ça peut être bonus. Moi, je fais des storyboards en général en publicité parce que la marque, le client a besoin de visualiser le film avant de lancer le tournage. Bien sûr. Ou pour des séquences à effets spéciaux particuliers au cinéma, c'est souvent utilisé quand il y a une séquence d'effets spéciaux particulière parce que comme ça permet de bosser avec la boîte qui va faire les effets spéciaux pour visualiser un peu ce que le réalisateur a en tête parce que quand on filme sur fond vert, etc., au bout d'un moment, on ne voit rien. Donc, on a besoin de mettre sur papier la vision de tout le monde. Mais après, quand c'est juste un découpage simple de 2 personnes qui parlent, il n'y a pas besoin de storyboard dans ces cas-là. Moi, sur YouTube, je n'ai jamais fait de storyboard, typiquement. Limite, je fais des plans au sol avec l'application que je vous ai montré. Mais le storyboard, c'est
vraiment pas quelque chose que j'utilise souvent. Alors justement, en termes de découpage, il y a aussi des notions à connaître Ouais. en termes de, voilà, Moi, il y a, de construction des plans. ouais, moi, il y a un découpage que j'utilisais et que j'essaie un peu d'agrémenter maintenant, mais que j'utilise systématiquement et qui pour moi est le découpage classique, et que je vais vous expliquer juste après. Mais pour le comprendre, il faut déjà comprendre la base du cinéma. Et la base du cinéma, c'est ce qu'on appelle le champ contre champ. Le champ, c'est tout ce qu'on voit à l'image. Et le contre-champ, c'est juste quand on retourne la caméra, c'est dans l'autre sens. Et le hors-champ, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'image, évidemment. Et ça, c'est la base du cinéma parce que le champ contre champ, ça peut être deux personnes qui parlent. Là, par exemple, il peut y avoir un plan sur toi, un plan sur moi, donc c'est un champ, un contre champ. Ça peut être aussi un mec qui est posé là et qui regarde un panneau, donc ça va être le plan sur lui, le champ, et le contre champ, ça va être le plan sur le panneau. Ça peut être, enfin, le champ contre champ, c'est vraiment la base du cinéma. Et à partir de ça, moi, le découpage classique que je conseille pour chaque scène, c'est de commencer par un plan large. Ça permet de situer un peu l'endroit où on est, et ensuite d'enchaîner sur le champ contre champ. Un dialogue, quelqu'un qui regarde quelque chose, qui se bat, qui prend un café, etc. Si on commence directement sur le champ contre champ, en général, le champ contre champ, il est plus en plan moyen ou en plan serré parce qu'on a besoin de voir les émotions des comédiens. Et si on commence directement par le champ contre champ, le spectateur il n'arrive pas à se situer, il ne sait pas où il est, etc. Il est perdu. Ça peut être voulu si on veut, parce que par exemple en comédie, souvent on inverse ce découpage classique. On commence d'abord par un champ contre champ et après on met un plan large pour découvrir où ils sont. Par exemple, il y a une séquence, alors grosse référence, mais dans le film Taxi 2, dans l'intro de Taxi 2, on est en champ contre champ dans la voiture et c'est Emilien qui galère à chaque fois à avoir son permis de conduire et qui discute avec son professeur, je ne sais plus, examinateur. Et pour la première fois, l'examinateur lui dit « Ok, c'est bon, vous pouvez la voir, etc. » Et donc là, Emilien, il est tout content. On est en champ contre champ, on ne se situe pas trop, on voit qu'ils sont dans une voiture, mais on ne sait pas trop. Et tout d'un coup, plan large, on découvre qu'en fait, Emilien, il s'est planté dans une boutique, dans un magasin, que tout est cassé et tout. Donc, ça amène une rupture comique. Ça, c'est pour la comédie. Mais sinon, en général, c'est le sens inverse. C'est-à-dire le plan large, on expose la situation et le champ contre champ. Et ça permet aussi d'aérer sa vidéo parce qu'il y a un truc, c'est que si on fait que des plans serrés ou des plans moyens sur toute sa vidéo, au bout d'un moment, le spectateur, il a besoin de respirer. Et il n'arrive pas à se situer et ça trop enfermant. Ouais, en fait, le plan large, pour moi, ça permet aussi de chapitrer un peu. C'est un peu un tableau en mode, OK, là, on est dans un bistrot, là, on est dans un jardin, là, on est dans un salon, et on se situe un peu. Ça permet de donner les clés un peu au spectateur. On lui dit, voilà, là, les deux comédiens, ils sont assis, ils sont ici, il est telle heure, la météo est là, etc. Il a les clés en main. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Pour contextualiser Exactement. le jeu des acteurs. C'est ce qu'on appelle aussi le plan d'exposition. Et il y a des choses qu'il faut en revanche absolument pas faire. Il y a une règle. Alors après, comme chaque règle, on peut évidemment ne pas la respecter, oui. mais globalement, c'est une règle, c'est du bon sens. C'est une règle qu'on se fait quand deux personnes discutent. Là, on peut le faire. On trace une ligne imaginaire entre les deux personnes et on essaye de placer la caméra que dans un seul sens de cette sur une seule hémisphère. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que si on ne le fait pas, on peut voir sur le slide suivant, si on a une caméra qui est dans un sens de la ligne et l'autre dans la ligne, les deux comédiens, les regards ne se croisent plus. Et donc, on a l'impression qu'ils parlent à une troisième personne. Donc, c'est déstabilisant. Alors que si on est sur la même ligne, les deux regards se croisent. Et ça, c'est super important parce que du coup, ça permet de ne pas perdre le spectateur. En fait, il faut vraiment, quand on est réalisateur, on est aussi technicien, et il faut faciliter le travail du spectateur parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations entre l'histoire, entre le jeu du comédien, entre la musique, entre tous ces trucs-là. Et donc, il faut essayer de lui faciliter son inconscient et typiquement, quand quelqu'un regarde de gauche à droite, il faut que le mec qui soit en face regarde de droite à gauche. Et ça s'appelle la règle de 180 degrés. Il ne faut pas traverser cette ligne. Il y a certains films, certains réalisateurs qui quelquefois traversent la ligne, mais c'est typiquement, il y a des scènes comme ça, on est en train de discuter, on est dans un sens de la ligne, et tout d'un coup, il s'avère qu'un des personnages, on découvre son nouveau côté, son côté obscur par exemple, et là, la caméra, elle change de côté. Mais là, il y a une intention du réalisateur de dire, là, on passe à une autre facette du personnage et on va le découvrir en franchissant la ligne. Et ça, c'est un niveau un peu plus. On est dans l'interprétation, mais il y a un sens à chaque fois. Ouais, c'est ça. Le fait de franchir la ligne n'est pas neutre, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a une intention. Mais le truc de base de cette règle de 180 degrés, sans rentrer dans les schémas, etc., qui peuvent être un peu chiants pour certains, c'est plus les regards doivent se croiser. Et la meilleure des manières pour faire ça, c'est que placer les caméras que dans un seul côté. C'est la même chose pour les matchs de foot. Quand on regarde un match de foot, les caméras elles sont placées toutes du même côté du stade. Comme ça, quand un gars en plan serré va balancer le ballon de gauche à droite, sur le plan large, le ballon il arrivera aussi de gauche à droite. Voilà. Et donc, tu parlais des regards qui se croisent. Ça, c'est important aussi, suivre le regard. Moi, le dernier conseil que je donne pour faire le découpage, c'est parce que souvent, on lit le truc et on se dit mais quel plan je vais faire? Je vais faire un plan ici, un plan ici.
moi, je conseille de suivre le regard. Ça permet de… Parce que, en fait, le jeu et la narration, c'est aussi en regardant le jeu du comédien. Et forcément, s'il est là, qu'on est face à lui, s'il se tourne, et ben, rajouter un plan pour regarder, pour avoir toujours son regard. Pour Parce que s'il parle avec reprendre le regard quelqu'un, de l'autre etc. côté, oui. Parce que sinon, on va avoir un plan, on va pas du tout le voir jouer, on va voir juste son regard, et ça n'a pas grand intérêt. Donc, c'est aussi une facilité. Si c'est écrit, le personnage se retourne, bah, rajouter un plan pour voir son regard. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc là, sur le découpage des plans, déjà, je pense que vous avez quelques éléments C'est ça, c'est la base. C'est C'est la base. le plan large, exposer les situations, le champ contre champ, après les différentes valeurs en fonction de la tension et de l'émotion qu'on va installer, mais c'est la base. Et donc, on parle justement de ce cadrage, de cette intention, de Ouais. situer l'acteur dans son contexte. Donc, le choix de la focale influe beaucoup. Choisir la là-dessus. focale, ouais, c'est ça. La focale, c'est la petite valeur numéro sur un objectif. Plus elle est grande, plus l'image va être zoomée, et plus elle est petite, plus on va avoir ce qu'on appelle un grand angle, donc un plan très large. Et en fait, ça crée plusieurs choses à l'image. On va voir sur le plan suivant, c'est-à-dire que pour la même valeur de plan, et quand je dis la même valeur de plan, c'est typiquement, pour cette référence, on va être cadré à peu près ici sur la même valeur de plan. Si typiquement je suis très proche de toi et que je fais un plan en grand angle, le plan va donner une impression d'immensité. Et en fait, si je recule et que je rezoome pour avoir toujours la même valeur de plan sur toi, C'est-à-dire que la taille de ma silhouette dans l'image ne change pas. Toi, ta taille dans l'image, elle ne change pas. Mais par contre, ma position par rapport à toi et ma valeur de focale, elle change. Et ça, en fait, en grand angle, plus on zoome, en fait, je vais faire ça plus simplement, plus on zoome, plus l'arrière-plan se compresse et se rapproche du premier plan. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec Et puis, l'exemple. on décontextualise le sujet puisqu'on gagne aussi du flou. En fait, c'est ça, c'est En que même temps. un grand angle, il va se retrouver un peu seul dans ce grand décor, alors qu'en le zoomant, ça va donner un peu plus d'importance au décor parce que ça le rapproche. Ça va aussi rajouter un effet de flou. Ça, c'est un truc aussi que souvent, quand on débute, on veut absolument avoir cet effet cinéma. L'effet cinéma, c'est un peu avoir les personnages qui se décollent et qui se détachent du fond. Et ça, en faisant ça, on peut l'accentuer à la lumière, mais aussi en floutant un peu le fond. Et ça, plus on zoome, plus forcément le fond devient flou. Donc, c'est un truc de base. C'est plus on zoome, plus l'arrière-plan se rapproche du premier plan. Et ça, une fois qu'on a compris ça, Un effet de compression. voilà. Et en fait, ça s'explique de plusieurs manières. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on recule et qu'on zoome, on réduit, enfin, plus on zoome, plus on réduit l'angle de vision. Et ça permet plein de bidouilles cool. C'est des exemples que je donne dans le livre. Là, j'ai récupéré les photos que j'avais fait pour le livre. Typiquement, pour cette scène-là, on se retrouve dans une scène, si on veut faire une scène historique, on se retrouve dans cette complication, c'est que là, je suis au grand angle, donc j'ai un angle de vision très large. Et donc là, je vais voir une moto à droite, je vais voir une poubelle, je vais voir un magasin à gauche, c'est ultra moderne, donc on n'y croit pas du tout à cette scène. Donc la technique, c'est on recule et on zoome, et du coup, on a la même valeur de plan, mais l'angle de vision est réduit, et du coup, là, on cache tous les trucs qui étaient sur les côtés. Et là, on peut le voir sur l'autre schéma, juste après. Voilà. Ouais. On a la même valeur de plan sur la fille au milieu, mais on n'a pas le même angle de vision, parce qu'on a reculé et qu'on a zoomé. Donc ça, c'est un truc qui est tout con, mais ça aide énormément. Et un autre truc avec cette bidouille de rapprocher l'arrière-plan du premier plan, c'est beaucoup utilisé dans les films de combat. Parce que du coup, typiquement, sur ce plan-là, on a l'impression que les deux acteurs se battent et que là, ils lui donnent vraiment un coup, alors qu'en fait, j'ai reculé et j'ai zoomé, et quand on prend la même scène de profil, on voit qu'ils ne se touchent pas du tout. C'est beaucoup utilisé dans les films occidentaux, européens, aux États-Unis, etc., quand les acteurs ne savent pas forcément se battre et ne se donnent pas vraiment des coups. En général, on filme caméra-épaule avec la caméra qui tremble et des gros zooms et tout, parce que ça rapproche un peu tout le monde et du coup, ils se donnent des coups. Ils sont à 1 mètre de distance, mais ils ne se touchent pas du tout. Les films asiatiques, il y a plus une culture de la baston et de la chorégraphie. Là, pour le coup, souvent, ils se donnent des vrais coups. Les plans sont beaucoup plus larges, beaucoup plus stables. Il y a plein de films comme ça. Ils payent des assurances beaucoup plus chères. Exactement, mais ils se donnent des vrais coups. C'est une réalisation qui est différente, mais c'est tout aussi passionnant. Et cette bidouille-là, elle peut être aussi utilisée en photo, notamment quand on est en voyage. Ça, c'est une photo que j'ai prise avec un pote au Mexique, à Teotihuacan. Quand on est, alors si vous avez, là c'était pris avec un iPhone, mais ça peut être fait évidemment avec un appareil photo. Mais maintenant, la plupart des téléphones, ils ont des grands angles, des plans un peu plus zoomés. Si vous prenez un plan au grand angle, forcément, le monument qui est dans le fond, là c'est une pyramide à Teotihuacan, mais ça peut être la Tour Eiffel, ça peut être le Louvre, ça peut être tout ce que vous voulez. Au grand angle, forcément l'arrière-plan il est plus éloigné que le premier plan. Donc reculez un peu, zoomez, gardez la même valeur de plan sur votre pote au milieu, et ça va rapprocher l'arrière-plan du premier plan. Et ça, c'est un effet qu'on peut trouver sur
plein de trucs pour la Tour de Pise en Italie, pour plein d'effets. C'est un truc qui est tout con, mais souvent, quand on veut faire sa petite photo sur Insta ou autre, c'est quand même un peu plus cool de voir le monument plus proche de soi. Et donc ça, il suffit juste de reculer et de zoomer. Bon, bah, voilà, déjà pas mal de petites explications. J'ai essayé de speeder parce que j'ai vu l'heure qui commençait, donc la dernière partie, je l'ai speedé. Mais c'est une des bidouilles qui est dans le livre. Tout est là. Exactement. Voilà, tout est là. Donc, là, ce que j'ai expliqué, c'est 2 pages. Ok. Donc là, ça a pris 1 heure, mais en fait, c'est 2 pages qui sont juste là. C'est la page 52 et 53 qui sont juste là, voilà. Donc ça, c'était 2 pages, 1 heure, et il y a 360 pages, donc faut… Donc il y a de quoi apprendre. Ouais, voilà. Alors, on va terminer par quelques questions. Peut-être il y en a déjà une de Mathieu qui voulait savoir quelles sont les focales du Xperia. Alors, c'est du 16, du 26 et du 52 mm équivalent en 24-36. Ah bah typiquement, tu passes du 16 au 52 pour faire ce que je viens de dire, de ce truc de rapprocher le plan, l'arrière-plan et le premier plan, c'est parfait. Donc, sur les 3 focales, donc c'est 3 objectifs. Hein, ce n'est pas des focales simulées, c'est 3 objectifs de focales différentes. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? A priori, de toute façon, je pense qu'on a consommé un petit peu tout notre crédit de temps. Donc, merci beaucoup, Ludoc, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Alors, le prix du livre. Le prix du livre, je me suis battu pour que ce soit le moins cher possible. Il est à 29 €. Ah, c'est vraiment accessible. C'est complètement accessible parce qu'il y a beaucoup de livres qui coûtent très très cher, 70, 80 €, c'est des folies. Il y en a qui coûtent aussi beaucoup moins cher, mais pour un livre comme ça, c'est considéré comme une catégorie beau livre, je crois. Et c'est 29 €. Et ça les vaut. Carrément, tu vas pouvoir en vivre un petit peu. Parce que, un petit détail que j'ai oublié, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, j'en ai pas du tout, j'ai pas rebondi dessus, mais il y a certains chapitres, alors je vais pas vous les montrer là, parce que ce serait tricher, mais en parallèle de ça, dès que le livre sort à partir du 28 octobre, toutes les semaines, ça va être tous les samedis matin, je vais balancer un tuto vidéo qui reprend un peu les éléments de certains chapitres, des tutos vidéo entre 8 et 10 minutes sur ma chaîne YouTube. Et en fait, si on a le livre, au début de certains chapitres, il y a un QR code qui permet de flasher et d'avoir accès aux vidéos directement. Donc comme ça permet d'avoir le livre et en complément, d'avoir les vidéos à côté qui reprennent un peu. Les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des infos dans le livre qui ne sont pas dans la vidéo et des trucs dans la vidéo qui ne sont pas forcément dans le livre. D'accord, donc c'est vraiment complémentaire. Voilà. Est-ce qu'on le trouve où, le livre? Partout. Il est disponible à la FNAC, sur Amazon. Il sera disponible en librairie à sa sortie, à la FNAC, dans toutes les librairies. En commande aussi pour les pays francophones, parce qu'il n'y a pas forcément la FNAC et Amazon partout. Mais typiquement en Italie, Maroc, Québec, Suisse, il suffit d'aller dans une librairie et de le commander. La plupart des grandes librairies sont au courant. Je sais que la librairie française du Maroc est au courant. Il a déjà lancé des commandes. La librairie en Italie de Rome, qui s'appelle la librairie Stendhal, a déjà lancé des commandes aussi pour certains amis italiens qui m'ont envoyé des messages. Donc, c'est un livre qui va franchir les frontières. Oui. Lui, il est déconfiné. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Ludoc, encore une fois, pour toutes ces astuces et ces éléments de compréhension, parce qu'on est peut-être, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. À la base, je suis photographe, donc toutes ces techniques, moi, je trouve ça super intéressant, parce que évidemment, l'écriture dans la durée ne se fait pas de la même manière qu'en instantané. Et donc, toutes ces astuces, notamment, je retiens cette ligne des 180 degrés, là, est super important à avoir en tête quand on se met à réaliser. Est-ce qu'il y aura une version numérique du livre? Il y a une version e-book, ouais. Il y a une version e-book qui sera disponible à partir du 28. Je ne sais plus exactement comment on peut l'avoir, mais je crois qu'elle sera disponible sur la FNAC, sur peut-être e-books de iTunes. Mais oui, c'est prévu. En fait, maintenant, le livre est édité chez Hachette, et du coup, Hachette, la plupart de ses livres les rendent dispo en e-book pour les gens qui ne peuvent pas l'avoir en physique. Super. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Ludoc. Merci à Marie-Pierre à la réalisation. Merci. Bonsoir à tous. On vous retrouvera la semaine prochaine pour un webcast avec notre ambassadeur Olivier Jobard, qui est photojournaliste, qui va venir nous parler de la réalisation de reportages à la fois en photo et en vidéo. Parce que vous savez qu'une des choses intéressantes sur les boîtiers Sony Alpha, c'est qu'on peut aussi bien photographier que filmer. On peut les utiliser comme caméra photo, comme caméra vidéo. Lui, il fait un petit peu les deux. Il viendra notamment nous parler d'un reportage qui lui a valu pas mal de récompenses, puisqu'il a eu le prix Camille Lepage. Il a eu la semaine dernière le prix Bayeux Calvados en catégorie meilleure image. Donc, on va se parler de photo-reportage et de vidéo-reportage la semaine prochaine avec Olivier Jobard. On est sûr que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous.